dans un rythme quand même très très soutenu. On a fait 12 croissances externes en 3 ans. Ça calme, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai une phrase toute faite, bien sûr, mais qui dit souvent la réalité démarre le lendemain d'un closing. Je vais pas faire des grands mots très démagos, mais on a aussi acheté un héritage de 35 ans. On l'a payé. C'est pas pour le péter comme une morceau. On fait des due deals, on fait des audits, on fait des machins, on fait des trucs qui sont les plus froids du monde. Le vrai audit, si on me permet l'expression, démarre le jour où on rencontre les gens et on voit comment ils bossent. Et ça, c'est la réalité, la vraie réalité. Donc, Diagnosis. Ça, c'est la banque d'affaires. Astoria. Pas obligé de le dire. C'est la holding, on s'en fiche. Patrimoniale, on s'en fout. Ça, c'est là où il y a les sous. Voilà. Si tu veux. Ouais. Minuit pile. Minuit pile, ça, c'est la boîte. Et derrière, t'as toutes les filiales. C'est genre tentaculaire. Au moins, ouais. Et du coup, ça veut dire quoi Mahogany. Mahogany. C'est une essence de bois de la famille des ébènes. Et ça... le mec qui a bossé juste avant. Regardez sur Internet vite fait. Du coup, ça représente un truc de ouf pour toi. toi. Des history, ouais, ça. Ça représente ton passé. T'étais béniste, toi, avant. T'étais luthier, j'étais même. béniste, j'étais pas ébéniste. Il est fou, lui. Bon, alors, Minuit Pile, c'est ton groupe. Oui. Et vous venez de racheter l'agence. Mahogany, je te laisse le prononcer pour pas faire de bêtises. Alors, attends, raconte. Vous êtes 2 associés, mais 5 personnes dans la maison mère. Au niveau de Minuit Pile, on est 2 associés, okay. Fondateurs, on va dire, par définition. Laurent, coucou Laurent, et moi. Et 3 collaborateurs avec nous, de talent. Chacun sur une partie bien particulière pour on va dire l'intégration des boîtes qu'on est amené à racheter. Okay. Une partie, parce qu'il ne faut pas le négliger, surtout dans les prestations de services, partie RH. Ouais. Donc RH, mais au-delà du côté social, il y a aussi tout ce qui touche à la marque employeur, tout ce qui touche à la communication RH au niveau des boîtes et vis-à-vis de l'extérieur. On a quelqu'un, évidemment, qui est très important dans le dispositif aussi, qui est responsable des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce gros mot ? Il s'occupe sensiblement d'un peu tous les aspects opérationnels de l'intégration avec nous. Et on a la partie communication de Minuit Pile pour apporter un côté, on va dire, un peu plus cohérent à l'ensemble qu'on est en train de constituer. Ok. Donc, vous avez quand même déjà pas mal recruté. 3 personnes, ouais. Et dès le démarrage. C'est le premier achat, là. C'est le premier achat. On a préalablement créé une autre entreprise qui fait partie du groupe, qui s'appelle Ligne Vive. Qu'est-ce que c'est donc cette boîte ? C'est une boîte qui est spécialisée dans un domaine de la communication qui est très spécifique, qui est le packaging. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années dans mes expériences professionnelles précédentes, mais c'est technique et c'est ultra intéressant. Donc, dans le côté agroalimentaire, dans le côté pharma, parapharma, c'est quelque chose de très important. Et le packaging, c'est une femme de talent qui dirige ça et qui est avec nous quasi quotidien aussi, côté Minuit Pile, en parallèle. Donc, le projet là-bas, c'était de racheter, mais vous avez cette opportunité. Comme toujours dans tout projet, on a plein de bonnes intentions au début. Et puis à l'arrivée, on fait des choses un peu différentes. Donc effectivement, c'était l'occasion, c'était l'opportunité d'aider aussi et d'épauler cette talentueuse femme dans son opération de promotion du packaging. Donc on l'a épaulée, on l'a aidée, on a créé avec elle. Donc presque de l'intrapreneuriat, pour enlever un terme à la mode, intrapreneuriat en parallèle des reprises qu'on a faites et qu'on est en train de mener. On va surtout parler de la première et surtout du parcours. Je pense que c'est ce qui intéresse l'audience, le parcours du repreneur. Donc il y a la partie déjà il y a la partie avant le sourcing dont j'avais parlé, de se dire tiens, j'ai envie de racheter une boîte. Toi, comment t'en es venu à te dire je veux acheter et pas créer, et aussi que tu t'es dit j'en suis capable, j'ai les moyens, parce que je veux dire, ça fait un peu rêver, c'est un peu à la mode de racheter des boîtes, mais je pense que la plupart des gens ont l'impression qu'ils n'ont pas les moyens. Et le parcours bancaire, j'ai l'impression que ça dépend aussi des expériences et des profils. Ça peut être catastrophique, ou toi, tu m'as dit que ça s'est plutôt hyper bien passé, tu as une bonne image des banquiers, etc. Oui. Donc, la première étape ou la première question, c'est à partir de quand tu t'es dit, tiens, je sais ce que je veux faire, d'acheter une entreprise qui marche déjà. C'était quoi un peu le déclic ? Moi, j'ai eu assez classiquement une première vie professionnelle en tant que salarié et dans la banque. Figure-toi, où j'ai fait plein de postes différents, hyper intéressants, des postes de fonction support, des postes commerciaux, comme toute banque, et avant tout et surtout un commerçant. Faut pas l'oublier, on a tendance à avoir ça un peu en image d'Épinal, mais ça reste un métier commercial. Ils vendent de l'argent. Entre autres, des services, de l'argent, des formules d'assurance, et j'en passais des meilleurs, c'est pas le sujet. Donc j'ai eu cette première partie-là, et j'ai créé ma première boîte quand j'avais 32 ans.
Première boîte qui était dans la direction financière à temps partagé. Forcément, au sortir de la banque, j'allais pas forcément faire de l'ébénisterie ou de la boucherie industrielle. Donc, justement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu mener de front, qu'on a monté à l'époque. Parce que j'étais pas seul, même pour créer. Déjà avec Laurent ou... Non. Et non, Laurent est arrivé en cours de cette première aventure, figure-toi. Non, j'ai créé ça avec un autre associé à l'époque. J'ai développé cette boîte pendant 3 ans. Après, j'ai fait un virage géographique et fonctionnel, puisque pour des raisons perso, je suis parti à Luxembourg. Alors, pas pour des raisons fiscales, loin de là. Simplement pour suivre ma conjointe à l'époque. Et partant de là, j'ai créé une banque d'affaires avec Laurent, le fameux. Banque d'affaires qui s'appelle Diagnosis, qui existe toujours d'ailleurs, qu'on a développé. Donc, sur des opérations de M&A, d'achat-revente d'entreprise, d'aider des boîtes à lever des fonds, des startups, du build-up et autres, mais pas que. Je pense qu'on a toujours eu ce côté très opérationnel, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect M&A, on était vraiment dans le conseil au quotidien. Conseil opérationnel. Surtout que tu venais de DAF. Voilà, un mix, sans faire forcément exprès, ça dépend de l'appétence, un mix entre direction financière et banque d'affaires. Donc on a fait ça. On s'est rapproché d'un cabinet d'expertise comptable à un moment donné, sur la fin, qui a proposé en fait de s'associer avec nous et au final de nous racheter. Même si aujourd'hui on reste en contact permanent avec les équipes de Diagnosis, c'est vrai que on a cédé, on a eu ce petit parcours-là, faut pas non plus, on s'est pas enrichi à outrance à ce niveau-là, en toute transparence, mais on a eu l'expérience du rachat, enfin de la vente, de la vente dans notre cas, voilà. S'en est suivi différentes missions qu'on a continué à mener, une qui m'a mis un pied dans la communication, à travers une expérience qui a duré un peu plus de 3 ans, sur lequel j'ai participé à structurer un groupe où il y a eu beaucoup de croissance externe dans le monde de la com, digital et pas que. Et une fois que ce groupe a été cédé à un grand compte, mais toi, c'était quoi ton travail là-dedans? Direction des opérations, pareil. Donc un peu couteau suisse. Tu parlais de la personne qui vous a recruté pour faire ça. Toi, tu étais cette personne pendant 3 ans. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, dans un rythme quand même très très soutenu. On a fait 12 croissances externes en 3 ans. Ça calme, ça demande beaucoup d'énergie. Ce groupe-là a été revendu à un plus grand groupe, comme ça se fait classiquement. Pour ma part, j'ai accompagné un certain temps cette intégration, et au sortir de ça, pour revenir à ta question initiale, ayant vécu ça comme ça, avec mon background de M&A, avec cet aspect opérationnel, d'avoir vécu des rachats indirectement de l'intérieur, je me suis dit, à 50 ans cette année, créer, c'est pas forcément non plus un horizon de vie tout de suite, à cet âge-là. Je me suis dit, après avoir connu ça, il fallait que je me lance et que je parte dans le reprenariat. Voilà. C'est vrai que tu avais toutes les expériences nécessaires, je suis d'accord, commencer de zéro. Il y a des bonnes leçons et des leçons de ce qu'il ne faut pas faire. Ça mélange de tout, en fait. Ouais, et puis, je sais pas ta situation financière, mais je pense que tu as fait tout ça, tu t'es quand même mis un peu de patrimoine de côté, de certitude, et commencer de zéro, sans salaire, etc., c'est pas forcément idéal quand tu as la chance d'être déjà à une autre étape de ta vie. C'est vrai. Bon choix. Ok, et ça a mis combien de temps de passer de j'ai cette révélation à octobre 2025, je suis propriétaire d'une entreprise? Ça a pris 18 mois. Grosso modo, on s'est connus début 2025. C'était à peu près ça. Il y a eu 3-4 mois, en fait, globalement, de brassage et de remise, pas en question, mais de réflexion, plus en profondeur, sur ce que j'aurais aimé faire. Là aussi, avec Laurent, ça en est reparlé, puisqu'on a vécu une partie de notre carrière entrepreneuriale ensemble. Donc, c'était aussi des échanges avec lui sur les appétences, les souhaits. Là encore, à partir d'un certain âge, on sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on veut plus. Voilà, c'est classique. Donc, on a essayé de trouver un bon compromis. On est parti quand même dans le mode de la communication, mais Nupil, c'est pas que ça, à terme. Mais c'est un secteur qui nous parle, c'est un secteur qu'on connaît un petit peu, en tout cas en toute humilité. Donc, c'est vers ça qu'on s'est dirigé. Donc, réflexion pendant 4 mois et passer en mode opérationnel à partir de début 2025. Donc, le vrai parcours a duré 10-11 mois. Ouais, après, la réflexion est hyper importante. Je parlais à quelqu'un aussi de Lyon qui s'est fait accompagner par un super cabinet. Et si j'avais su, j'aurais peut-être fait pareil. Ils te font vraiment te poser... limite, tu fais un bilan de compétences, etc. Tout ça. Toi, avec l'expérience que tu avais, tu t'es pas fait forcément accompagner? Non, c'est vrai que pendant longtemps, sur certains deals qu'on est en train d'étudier, on a une banque d'affaires, parce que souvent, il y a une banque d'affaires aussi côté vendeur. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas forcément évident d'être tout seul. Ça crée en fait un juste rapport entre les deux, d'accord, entre le cédant et le repreneur.
Mais sur les premiers dossiers qu'on a instruits, les premiers achats qu'on a fait ou création, évidemment, on les a fait tout seuls. Ouais. Recherche de financement, sourcing, etc. Et ok, qu'est-ce qui a fait que tu as dit ok, je le fais avec cet associé et pas tout seul? Et qui a été, enfin, c'était aussi la chance du timing, que vous aviez envie de la même chose au même moment, la disponibilité. Ouais, c'est des parcours de vie. Hein. Ouais. Souvent, c'est des rencontres qui se reproduisent régulièrement. Laurent m'a toujours fait confiance et je le remercierai toujours pour ça. Lui, il apporte beaucoup de rigueur, de planification. Moi, je suis issu d'un parcours très classique d'école de commerce, carrière dans la banque derrière, comme je l'évoquais sur les premiers pas de ma carrière. Laurent, c'est un ingénieur informaticien à la base, qui a une vision très direction de projet, gestion de projet, très structurée, très innovation, très IA, entre autres, etc. Okay. Voilà, on se complète bien. L'architecte et le maître d'œuvre. Pas mal. Moi, très bien, on va le garder. Non, mais on m'a sorti ça il n'y a pas longtemps. Moi, je connaissais... C'est très vrai. Il y a d'autres modèles, comme par exemple, je ne sais pas si tu connais le modèle iOS, Entrepreneur OS, du livre Traction, où il parle de l'intégrateur et le visionnaire. Oui, vous avez un peu cette vision-là, ouais. Même si tu as l'air quand même aussi plutôt terre à terre. Oui, opérationnel. Enfin, c'est difficile pour moi, franchement, de me décoller complètement du terrain. Je suis né dedans et je pense que je finirai ma carrière dedans. Donc, j'apprends, même à mon âge, j'apprends. Je délègue et j'essaye de ne pas être derrière tout le monde parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, hein, soyons clairs. Hein. Donc, voilà, il faut aussi un travail sur soi pour prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Quoi. Et justement, ça fait un peu le lien avec le type d'entreprise que vous avez trouvé et le type de taille aussi, parce que comme tu dis, vous êtes capable d'avoir monté une équipe, d'avoir un directeur des opérations qui est un peu le rêve de tout repreneur, de pouvoir rester un peu visionnaire et avoir quelqu'un qui est vraiment terre à terre. En plus, tu la gères depuis notre ville. L'entreprise, elle est à Paris. Toi, tu viens de Lyon. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais avant d'en arriver là, du coup, c'était quoi un peu ces 4-5 mois de réflexion et la conclusion de votre thèse d'investissement, de qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, quelle taille, quel nombre de personnes? Alors... Si je refais le cheminement, parce que ça on a changé en cours de route, hein, bien évidemment. Au début, on s'était dit, effectivement, à l'appui d'un plan de financement X ou Y, de nos apports perso, des partenaires qui pouvaient nous faire confiance, on s'est dit, on va plutôt sourcer une boîte déjà structurée, voire un mini-groupe déjà existant. Voilà. Et potentiellement, ce qu'on avait appelé à l'époque, je m'en souviens encore des termes qu'on emploie dans le grand dilemme stratégique, on s'envoie le corps, le cœur, et derrière, on va greffer des satellites. Bon, à l'arrivée, ça s'appelle la vie entrepreneuriale, quoi qu'on soit. On ne fait absolument pas ce qui était prévu. Au final, et de façon beaucoup plus opérationnelle, parce que je pense que ça nous ressemble, au-delà des principes de réflexion métaphysique qu'on peut avoir au début. En fait, notre thèse d'investissement, nos critères, c'est des boîtes de taille modeste. Quand je dis modeste, ça peut être grosso modo en moyenne une dizaine de personnes. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, bien sûr, ça dépend de l'activité et de la réalité de la boîte. Qui existe depuis un certain nombre d'années. Voilà. Il y a eu un truc qui s'est passé qui s'appelait le Covid, paraît-il. Hein. Il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout, le temps passe. J'ai rien contre, mais des boîtes, comme on est là pour se dire les choses à cœur ouvert, des boîtes créées juste post-Covid qui aujourd'hui se valorisent fois, on en parlera peut-être, 10. Ok. J'y crois pas. T'en as vu passer? Ouais. Mais c'était des agences ou c'était autre chose? Agences, digital, cyber, un peu plus teinté cyber, c'est ce qui est à la mode, donc forcément les multiples s'en ressentent. Mais ouais, je pense qu'il faut redescendre un peu sur terre. Nous, ce qu'on aime, c'est embrasser une histoire. Vraiment. Mahogany, ce n'est qu'un exemple. Mahogany a 35 ans d'existence cette année. Okay. Ligne Vive qu'on a créée, mais avec des gens à l'intérieur qui ont 30 ans d'expérience dans ce domaine. Voilà, les dossiers qu'on est en train de regarder, ce sont des sociétés qui ont entre 10 et 20 ans d'existence. C'est des boîtes qui ont du vécu, c'est des boîtes qui en ont pris dans la figure, qui ont vécu des hauts, qui ont vécu des bas. Et ça, c'est ce qui nous botte. Au-delà de l'aspect transactionnel de la chose, hein, j'ai une phrase toute faite, bien sûr, mais qui dit souvent « la réalité démarre le lendemain d'un closing ». On en parlait. C'est génial, le closing, mais on se fait vite rattraper par la patrouille et par l'opérationnel dès le lendemain, quoi. Donc, c'est quand même ça qui compte. On m'a même sorti que la première fois que tu rencontres toute l'équipe et que tu es vraiment dans le bureau, c'est la réunion What the fuck. Bien sûr. Oh shit. Non, je crois que c'est la réunion oh shit. Voilà. De quel côté? Le repreneur. Donc, c'est bien. Vu qu'on m'a prévenu, j'arrive avec les bonnes expectations. Tu dis, OK, 30% de surprise, 30% de conneries. Au moins, t'arrives prêt.
Voilà. Puis bon, on reste des êtres humains, hein, donc on n'est pas obligé d'être parfait, personne ne l'est. Hein. Autant les équipes que nous. Hein, donc, Très, très, très bien le côté 10 matin. En même temps, si tu rachètes une boîte, c'est pour avoir un peu de certitude, avoir un truc un peu plus safe que de commencer de zéro. Et il y a une résilience, puisque tout n'a pas été un long fleuve tranquille et que généralement, ces boîtes-là, elles ont connu des crises. Certaines ont connu 2008 dans le cas de Mahogany, ont connu le Covid, ont connu. Voilà, donc ils sont toujours là. Et donc, en gros, tu pouvais pas, toi, anticiper que, par exemple, il y a quelques mois, il y aurait eu une énorme, encore révolution IA, mais avec ta thèse. Si ça a passé le Covid, ça a passé X, Y, Z. Ça peut passer le reste. Une révolution il y a un sous-jacent qui est là, qui est réactif, qui est résilient et qui est réactif. Ok. Donc la taille, l'expérience. La valo, enfin tu parlais de valo aussi, donc tu crois pas au multiple de x10. C'était quoi un peu le target multiple? Aujourd'hui, je dis tout dans les propositions qu'on peut formuler. Il y a très peu, enfin tu le sais comme moi, il y a très peu de stats avérées sur le marché des small caps. On va dire des PME pour parler français. On est en France, parlons français. Oui. Des PME. Il y en a quelques-uns qui existent. Parfois, des gens se rêvent de la taille de TI ou de grands groupes en termes de valorisation. C'est pas le cas. La structure est plus fragile. On n'est pas dans l'industrie. Pour la plupart d'entre nous, on est en prestation de service, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Ça veut dire que derrière, c'est du people qui fait la richesse de la boîte. Quand tu as une boîte qui a 10 personnes, tu as potentiellement un risque plus avéré qu'une boîte où il y a 200 personnes. Oui. Évidemment, un départ peut faire très mal. Tout ça, c'est pas pour négocier un prix, mais en termes de valo, parce que tout revient à ça finalement, ces fameux multiples, on est sur des multiples de marché. Pour ma part, ça n'engage que moi, les dernières études que j'ai vues, sur des métiers de la communication, du digital, etc., on est sur une médiane autour de 4,5. Aujourd'hui, ça baisse, on le sait. Oui. Il y a encore quelques années, quand j'étais directeur des opérations sur le groupe que j'évoquais tout à l'heure, on était sur des multiples à x6, x7. Ouais, et puis il y a petit. Il y a 10 personnes, il y a 3 personnes, il y a... Voilà. Et il peut y avoir... Alors, modèle de recurring, c'est à nuancer dans le monde du service. Hein, bien sûr, c'est pas du recurring au sens direct du terme, mais tu peux avoir des spécificités, des contrats qui sont engageants sur de longue durée pour les clients, etc., qui sont des valeurs plus, on va dire, en termes de valo. Et ce qu'on recherche pour finir sur la thèse d'investissement, systématiquement, c'est de l'accompagnement. Ok. Voilà. Ça, c'est dur parce que dans ce que je vois des boîtes de cette taille, si quelqu'un avance, c'est qu'il veut faire autre chose. Alors, la conjoncture fait que... Alors, il y a ça, c'est vrai. Alors après, il faut en parler. Hein. La question qui tue, généralement, quand on rencontre un cédant, pourquoi vous voulez vendre ? Je trouve que, de mon expérience personnelle, les gens se livrent assez facilement. Ouais. Quand même, c'est avant tout un fit, c'est faire connaissance, c'est échanger. Donc, voilà. Donc, il y a ça. On peut en parler librement. Il y a, on le sait, la démographie aidant. Il y a beaucoup de départs en retraite aussi. Hein. Bon, ça, évidemment, c'est le motif le plus légitime qui soit, je pense. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui a donné peut-être 30 ans, 40 ans dans sa boîte, qui en a souffert, qui a connu des joies. Mais bon, voilà, c'est usant. Ouais, c'est pas un parcours tranquille. Donc, l'accompagnement, on est ouvert à tout dans nos thèses d'investissement, quelle que soit la forme, pour une durée, on va dire, minimale, qui est de, on va dire, allez, pour donner un chiffre, 6 mois minimum, qui me paraît être vraiment le minimum du minimum pour mener à bien, on va dire, une intégration cohérente. Et ça peut être beaucoup plus. Ok. Ça peut être beaucoup plus. C'est bien, c'est un filtre qui va faire que 90% des dossiers, tu les élimines, mais au moins, ça simplifie ton travail. Ouais. Parce que tu sais ce que tu veux, tu le dis aux gens. Eux, ils vont pas te mentir parce qu'un jour ça se saura. Tu dis que tu veux rester, mais au bout d'un moment, tu vas signer des papiers. Ouais. Tu vas devoir t'engager. Ouais. Ok. Après, voilà, l'accompagnement, on y tient beaucoup. On a un modèle et une vision qui s'appuie sur d'autres personnes. Ça peut être les cédants, ça peut être des managers dans les boîtes avec qui on est amené à se rapprocher. En tout cas, il faut des gens à la tête des structures et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire. Okay. Si le cédant ou les cédants sont là pendant un certain temps, ça facilite les choses en termes de transition. C'est une évidence. Ça a un coût, évidemment. Ils ne vont pas faire gratos, hein, ça serait bien, mais il ne faut pas rêver quand même, tout travail mérite salaire. Mais l'un dans l'autre, je trouve que c'est cohérent. Enfin, dans notre vision, en tout cas, c'est cohérent. Et tu trouves que tu arrives à trouver des cédants qui sont motivés pour vendre et à la fois rester Souvent. Souvent. Ouais. Et c'est quoi leur motivation ? J'ai un peu du mal, honnêtement, à comprendre. De ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue. Dans les cas, en effet. Ouais. Alors, dans les extrêmes, si je peux l'exprimer ainsi, tu as des cédants qui ont déjà mûri un projet à côté, qui est pas généralement je vais démarrer ce projet le lendemain du closing. Faut pas exagérer non plus, il se laisse du temps.
Si effectivement ils ont un cash-out qui est intéressant, c'est parfois des projets qui se tournent vers l'immobilier, vers la gestion de patrimoine, enfin voilà, faire fructifier l'héritage qu'ils ont reçu à travers la vente de leur boîte. Donc, il n'y a pas une temporalité urgente, à la seconde. J'en ai vu beaucoup qui se posaient la question de savoir pour la suite. Ils ont nourri le projet, ce qui est déjà énorme, à mon sens, parce que psychologiquement, c'est chaud. Ils ont nourri le projet de vendre. Quelqu'un qui n'en aura rien à faire de sa boîte, il faut se poser la bonne question, quoi. Souvent, moi, j'ai vu que des gens qui étaient ultra sensibilisés, ultra sensibles, voire en panique, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs salariés, d'annoncer qu'ils allaient vendre. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. On est très nature, on n'a pas de faux semblants. Nous, la vision de Minupil, on l'expose. Ça peut permettre à certaines personnes aussi, s'ils restent avec nous, de prendre du recul, de continuer potentiellement à gérer partiellement leur ancienne boîte et se développer sur d'autres secteurs qu'on est en train de construire. Voilà, c'est au choix, c'est une discussion totalement ouverte. Ou de la même façon, il y a des cédants qui, eux, ont largement anticipé. C'est le cas de Mahogany, et je le salue à travers notre interview parce que je trouve que son intelligence et sa maturité d'esprit est à signaler. Cette personne qui a fait le pas avec son épouse de nous céder, de nous confier Mahogany, ils l'ont fait avec 3 ans dans le pare-brise par rapport à l'avenir. Pendant 3 ans, on va bosser ensemble. Ça peut paraître long. Mais au final, on se découvre à parler pas que de Mahogany. On parle aussi des autres boîtes de Minupil. Cette personne participe à nos codires. Enfin voilà, il est partie prenante dans le truc. Ouais. Et je sais pas s'il m'écoutera, mais je fais peut-être un pari que dans 3 ans, il s'arrêtera peut-être pas tout de suite. Il a quel âge ? Il a 61 ans. Mais tout va bien. Enfin, 61 ans, c'est pas vieux, à notre époque. Non, ça, c'est sûr que c'est idéal. Et à l'époque de Samsara, et d'ailleurs, on en parlera, t'étais un power user de Samsara. Ouais. T'as vu plein de deals. Et Mahogany. C'est ce que tu m'as rappelé, mais je me rappelle pas. Parce que c'est de venir d'un autre broker qui l'a mis chez nous, non ? C'était sa directrice financière qui l'a mis, temps partagé, qui l'a mis sur Samsara. Ouais, mais elle a un cabinet M&A ? Elle a été dans le M&A, elle l'est plus. Je comprends pas comment ça finit là, mais écoute, c'est très bien. On verra tout à l'heure pour la facture, les rétrocommissions. Voilà, je te laisse voir avec elle. Non mais tant mieux. Tant mieux. C'est des rencontres comme ça. Et on avait sourcé d'autres dossiers aussi sur ça. C'est ça. Très intéressant. On a rencontré des gens super. Ça, c'est le dossier qui est allé au bout. Tu peux nous parler de ceux qui sont pas allés au bout, mais il y en a même où ça allait loin. Qu'est-ce que tu as appris ? J'imagine que, évidemment, le but, c'est... Enfin, ça, il faut le rappeler aux gens. Il faut voir des milliers de dossiers pour en débloquer des centaines et pour gratter dans des dizaines et parler avec... Enfin, il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin dans le process parce que c'est là où ta thèse d'investissement, elle évolue. Moi, j'ai créé Samsara parce que je voulais racheter une agence. Et j'ai vu l'opportunité de créer quelque chose autour des agences. Bon, c'était une connerie parce que je voulais racheter un business et je suis allé en créer un de zéro. C'était ça s'appelle la vie de l'entrepreneur. Voilà, mais c'est bien, j'ai appris plein de choses. La réalité de ce que ça m'a appris, ce qui était assez drôle, c'est qu'à la fin, je voulais plus acheter une agence parce que j'ai vu tellement de dossiers que j'ai compris A, B, C. Personnellement, j'ai eu aussi mon niveau d'ambition qui est monté où je me suis rendu compte que en fait, maintenant que j'ai un associé technique, on est capable de faire des trucs que j'avais peur de faire avant, un peu plus product, etc. Mais tout ça pour dire, en revenant à toi, que chaque fois que tu vois des dossiers, ta thèse d'investissement, elle évolue. Et donc toi, qu'est-ce que tu as eu comme dossier qui était un maybe, qui a failli se faire, et qu'est-ce qui a fait que c'était non, et qu'est-ce que tu as modifié et appris par rapport à ça ? Alors, souvent, il faut se le dire, on n'est pas forcément les mieux accompagnés du monde quand on est repreneur, quand on est en bon français côté buy side, voilà. On a en face de nous, et c'est normal, des professionnels du type banque d'affaires, professionnels de M&A qui sont côté sell side, qui accompagnent les cédants. Il y a moins d'acteurs qui accompagnent les acquéreurs potentiels. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve parfois un peu tout seul, faut se le dire. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de réseaux d'entraide, de communication qui se font aussi, les gens, et tant mieux, oh grand Dieu, tant mieux. Voilà, on arrive à se souder un peu, à créer, je ne veux pas dire une communauté, mais en tout cas des groupes de réflexion dans lesquels on peut échanger. Et pardon, mais là où tu parlais tout à l'heure justement de ça, où en tant qu'acheteur, maintenant, tu te fais accompagner de cabinets, parce que souvent, quand tu es acheteur, en face, tu as forcément un cabinet, parce qu'un vendeur, il se fait toujours accompagner. 80% du temps. Et tu as cette espèce de problématique de cabinet
vendeur, et toi, t'es censé être au niveau de... T'as un déséquilibre. T'as envie de parler au vendeur, c'est normal, parce que t'es au même niveau que lui, on va dire, dans le système. C'est ça, et t'as pas... Et en fait, t'as un déséquilibre, et heureusement, tu dis qu'on est pas souvent bien accompagné. Moi, j'ai eu cette problématique de déséquilibre que j'avais pas compris, parce que je suis là, je débloque le dossier sur Fusac, j'appelle le mec, il me vend son truc, c'est un broker. Et au final, au bout de 1 mois ou 2, je me dis, mais Théo, t'es pas accompagné. En plus, du côté... du coup, buy side, pardon, les commissions sont beaucoup plus basses. Là, tu peux négocier un truc fixe, ça peut être 10 000, ça peut être 20 000, ça peut être un pourcentage aussi. Mais alors que de l'autre côté, quand tu donnes 4, 5, 6% sur une boîte à 1 ou 2 millions, ça coûte cher. Donc en fait, personnellement, j'ai eu cette espèce de révélation que j'avais sous-estimé l'importance d'avoir ça avec soi. Et il y a de tout en face. Côté sell side, il peut y avoir de tout. Ouais, en tout cas, ils sont là. Et donc, faut. Quand t'es acheteur, si tu veux être vu comme un acheteur sérieux, ce qui n'était pas par exemple mon cas au début, tu dois être accompagné. Donc, moi, je pense maintenant que c'est facile à trouver des bonnes personnes pour accompagner, mais si c'est compliqué, il faut qu'on se débrouille pour créer une liste et les partager aux gens. Mais c'est une excellente idée. Et j'ai l'impression que ça y est, ça commence aussi le reprenariat. Bon, j'aime pas les mots toujours surfaits à la mode. On en parlait d'entrepreneuriat, maintenant on parle de reprenariat. Mais il y a un fait sociétal qui est là. Et c'est en train de se structurer, et c'est très bien que ça structure. Et peut-être que ce qui est logique aussi, la raison doit être que quand tu es acheteur, au début, il y en a quand même beaucoup qui font joujou à débloquer des annonces. Je comprends. Moi, le premier, j'ai fait chier tout le monde pendant des années. Je comprends qu'il faut qu'il y ait un tri. C'est ça. Et par contre, le jour où tu dis, je me paye un cabinet M&A, tu deviens sérieux, tu passes le pas, et c'est un peu comme t'acheter des chaussures de sport ou payer ta salle de sport hyper cher. Tu t'es commit, t'y vas. Voilà. Donc, une fois que t'as envie d'être vu comme un pro, et être pris au sérieux et avancer avec un vendeur, se faire accompagner, c'est le meilleur investissement qui puisse être fait. Je l'avais pas compris avant. C'est très utile, Parce qu'encore une fois, si on part seul, si on n'a pas la chance, comme toi ou comme moi, d'avoir des gens proches de nous, des associés ou des associés potentiels, tout seul, dans son bureau, peut-être chez soi, en télétravail, avec la famille autour, etc., c'est un boulot qui demande quand même... c'est bien d'avoir un pendant, un miroir à qui parler, et puis moi, je verrais vraiment sur le côté être pris au sérieux par les vendeurs. Moi, c'est ce que ça m'a débloqué. Et donc, toi, au début, tu avais fait la même erreur que moi, tu es parti tout seul. Alors, on est parti tout seul parce qu'on avait ce background, effectivement, de banque d'affaires un peu particulière, mais parce qu'on était très dans l'opérationnel quand même, il faut le signaler. Mais oui, on est parti tout seul. Pour autant... Je veux pas que les gens pensent que, évidemment, c'est tout noir ou tout blanc. Il y a de très très bonnes banques d'affaires côté vendeur. Comme parfois des gens qui ont des travers un peu plus mercantiles, on va dire. Voilà. Nous, on a eu affaire, évidemment, je donnerai pas les noms ni quoi que ce soit, on a eu affaire à certaines personnes qui, perpétuellement, ont voulu monter le prix. Tout au long du process. Okay. Une fois, tu comprends, 2 fois, tu comprends. Après, t'en parles autour de toi, on te dit, on va arrêter tout de suite. Et je pense que c'est aussi au désavantage des cédants. Ce genre d'attitude. Ça me surprend. Ça arrive. En tout cas, on l'a vécu. Voilà, je dis pas que c'est une généralité. La plupart du temps, je tempère fortement mon propos. Tu en connais certains et certaines. Il y a des banques d'affaires, même côté sell side, qui savent faire la part des choses. Je vais pas dire qu'ils sont du conseil pour le repreneur, mais qui ont vraiment une relation très saine avec les repreneurs. Qui en a interviewé certains. J'ai vu. Et je vais pas dire que c'est un ami aujourd'hui, mais même s'il est côté sell side, il nous envoie des dossiers, on échange dessus. Je vais pas donner le nom. Mais s'il est bon, citons-le. On va l'appeler Valentin, par exemple. D'accord. Voilà. Je l'ai pas interviewé, mais il faudrait que je tu as déjeuné avec lui récemment. Très bien, on interviewera Valentin, qui est super, en effet. Donc, effectivement, c'est quelqu'un avec qui on échange hyper librement sur des dossiers sur lesquels, forcément, nous, on n'a pas forcément de banque d'affaires de notre côté. Mais c'est quelqu'un qui fait le job tel que moi, et beaucoup, je pense, le considèrent. Il est hyper transparent. Et on co-construit. 6 propositions il y a à la fin, LOI, etc. C'est quelque chose qu'on va malgré tout co-construire avec lui. Et avec le cédant. Il représente pas une banque d'affaires qui ferme la porte en disant « Je suis la banque d'affaires du cédant, vous devez parler qu'à moi ». Désolé, il faut se rencontrer avec le cédant. À ce niveau-là de taille de deal, ce serait dommage. C'est comme les agents immobiliers, leur job, plus ils sont transparents et honnêtes, mieux ça va aller au bout, parce que tout sera découvert au bout d'un moment. Exactement. Et alors, parle-moi du coup des faux départs. Des deals, faux départs, qui sont pas c'était ta question, pardon, je me suis un peu... Faux départ. Un des tout premiers dossiers qu'on a instruit, c'est un peu ma plus grosse déconvenue. Pas de bol, c'était le premier.
Ou peut-être que c'est bien pour la suite, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Très belle boîte, mini-groupe, très belle boîte. Le cédant signe la LOI. Ok, accepte votre... Et se rétracte 4 jours après. Pas vis-à-vis de nous. Il a fait le chemin, il y en a pas assez proche, finalement je ne vends plus. C'était quoi comme type de boîte? Communication. Une agence ouais. Incroyable. Agence de communication. Je déteste les mots tout faits, encore une fois, 365 ça veut rien dire, mais très orienté vers la créativité, le design, etc. Un peu comme Mahogany d'ailleurs, comme quoi il devait y avoir un pattern qui nous a suivis. Ça a été la première, donc effectivement on se dit waouh, voilà. C'est quoi le learning là? Est-ce que ça t'a... Celle-là, quand je dis déconvenu, il faut le prendre. Voilà, c'est vous avez tout bien fait, ouais. Ouais, on a fait le job, déçu. Moi, je le verrais plutôt comme un signe positif que là, c'était une pépite, parce que si le gars il a changé d'avis, c'est que vraiment vous achetiez bien, le prix était bon. Il était encore jeune, il avait encore du jus, et ça c'est bien. Disons qu'il se projetait potentiellement dans une session, mais il continue à développer son groupe. C'est pas quelqu'un qui dormait sur ses lauriers en disant je suis cédant désormais, voilà, je vais faire un beau bilan, des beaux EBITDA, je vais attendre l'acheteur idéal. Non, il était à fond. Potentiellement, je suis sûr que ça pouvait pencher d'un côté ou de l'autre. Il avait commencé, je pense parce que le fit était là, à bosser avec nous. On avait élaboré une LOI ensemble. Au bout d'un moment, il s'est ravisé. Bon, là, il s'est ravisé quelques jours après. Hein. Il nous a pas fait traîner 6 mois. Ça reste correct. Hein. Il y a 0 sujet. Et c'est quelqu'un qui avait mis en vente, il avait un cabinet, etc. Non, il n'avait pas de cabinet. Mais je le connaissais. Ok, c'est ça que je voulais savoir. C'est moi qui avais poussé la porte. C'est ça que je voulais savoir. En termes de sourcing... C'est moi qui avais poussé la porte. Ok. Est-ce que... Je savais qu'il avait été cédant il y a quelques années. Je savais qu'il ne l'était plus, comme quoi ça s'est reproduit, mais je suis allé le voir, j'ai dit, est-ce que c'est toujours d'actualité? Sur le coup, il était intéressé. On a échangé, on s'est vu plein de fois, on a élaboré une LOI ensemble, il l'a signé, il s'est ravisé. Rien de grave, encore une fois, ça fait partie de la vie, du business, zéro sujet. Souvent, les meilleurs deals, c'est ceux qui pourraient être faits comme ça, et il y a le risque que tu... On peut développer plein de théories, souvent c'est le deal qui tombe, en fait, les chakras s'alignent. Et... Ouais. Du coup, justement, ça enchaîne sur la question du... Et après, on reviendra sur... je veux savoir les échecs. Il y a eu un petit voyage aussi. Oui, mais ça, c'est pas de la faute de la boîte. C'est vrai que à un moment donné, on avait examiné, on était allé assez loin avec une société, effectivement, qui était en France et à l'étranger, sur une partie dans le digital, sur une partie de développement à l'étranger. Développement web, développement software. Ouais, développement web, site web, etc. Assez classique. Je sais pas comment dire, effectivement, on a signé la LOI, on a lancé les audits. Okay. Et c'est pas quelque chose qui est apparu dans les audits, hein, clairement pas. Ça a été un tas de signaux faibles, comme disait un de mes anciens patrons, qui m'ont fait dire au bout d'un moment que là, c'est nous qui avons arrêté. Okay. Parce que rien de dramatique, mais des tas de petites choses. Qu'est-ce qu'on fout là? Non, pas jusque-là, mais de dire, ouais, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et demain, quoi, post-session, là, le cédant avait été très transparent, il accompagnait sur la durée classique de quelques mois, mais il partait. Il avait un projet à l'étranger, lui aussi, dans un autre pays encore. Il partait, pas de sujet, il s'en était jamais caché. Aucun problème. Voilà. Au bout d'un moment, c'est presque moi, je pense plus personnellement par rapport à l'équipe de Minuit Pile, qui dit, ouais, il y a un truc qui... Je sais pas quoi vous dire, les amis, mais il y a un truc que je sens pas. Pas vis-à-vis des gens, hein, vis-à-vis de la projection qu'on peut faire de nous dans cette boîte. Tu te projettes pas. Ouais. Ok. Ouais. Donc, on a préféré arrêter en cours d'audit. Et donc, il n'y a pas un signe en particulier. Enfin, peut-être le fait que qu'il y ait des bureaux dans un autre pays et que tu t'imaginais faire les allers-retours, c'est quand même autre chose. C'est pas Paris, c'est pas Paris-Lyon, ouais, c'est clair. Il y a ça, il y avait des managers là-bas, hein, très sympas, pas de sujet, mais ouais, peut-être des différences culturelles. Enfin, j'ai eu du mal personnellement, c'était personnel, à me projeter dans la suite. Ouais, j'avoue. Et donc, pour enchaîner sur justement ton sourcing, ouais. Alors est-ce que tu as vu beaucoup de deals, enfin je sais que tu as vu beaucoup de deals grâce aux plateformes, aux choses actuelles, aux choses classiques. Est-ce que tu fais beaucoup de outreach avec ton réseau ou avec, je sais pas, des techniques, du lemlist? Comment tu as trouvé ton deal flow? Non, aujourd'hui c'est essentiellement les plateformes, plateformes et réseaux. Okay. Sachant que comme ça c'est toujours, je l'espère en tout cas, bien passé avec les banques d'affaires des cédants, même si on n'a pas forcément fait affaire ensemble, hein, soyons clairs, sur nos deals,
en fait, là, d'un coup, comme on se connaît, ils ont vu comment on fonctionnait aussi, comment on travaillait, ils reviennent très régulièrement vers nous avec du deal flow. Ok. Donc, voire même, ça démarre par... comme notre thèse d'investissement est assez simple et claire, je pense, ils l'ont parfaitement identifié, ils nous appellent en disant « Tiens, on vient de rentrer un dossier, est-ce que ça t'intéresserait ?» Ils font leur job, mais disons que c'est préqualifié d'office, quoi, en fait, finalement, parce qu'ils connaissent nos critères par rapport aux recherches qu'on peut faire. On n'est pas parti dans des lemnistes, etc. Pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Voilà. C'était une question où je pensais un peu savoir la réponse, dans le sens où c'est plutôt ce que j'entends. La réalité à notre taille de deal, les boîtes qui veulent vendre, elles doivent mettre des annonces, elles doivent prendre un cabinet et tu les trouves. Essayer d'outreach pour voir si quelqu'un est vendeur. Nous, on a essayé avec Samsara, c'était quand même notre job. C'est pas facile, surtout si t'es en direct. Si t'es le cabinet, ils savent que c'est pas... ils te prennent toi comme cabinet et tu vas faire le taf d'essayer de les vendre. Mais en one-to-one, moi aussi, j'ai perdu beaucoup de temps, donc peut-être qu'il y en a qui ont des solutions secrètes, mais j'ai quand même l'impression que... J'ai pas la recette miracle. Mais surtout, ce que tu dis, quelqu'un qui est pas vraiment prêt à vendre et qui a pas fait le pas, c'est le job des cabinets, et c'est aussi pour ça qu'ils sont payés, c'est que... Ils font le job, psychologiquement, ils cherchent, et puis après, la personne soit prête, elle fait son dossier, etc. Au moins, cette case de personnes qui changent d'avis, c'est pas à nous de l'encaisser. Ça, on peut pas... Ou peut-être un autre niveau de deal, je sais pas comment ça se passe. Ok, donc parlons de celui qui est allé au bout, Mahogany. Est-ce que tu veux me partager comment ça s'est passé, quelques chiffres? Nous sommes allés sur une formidable plateforme qui s'appelle Samsara. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Qui n'existe plus, mais... Oui, qui existe. J'aime pas employer le passé. Qui existait, qui était très bien faite. Ça m'a permis de rencontrer un certain Théo Ravier dans cette dynamique-là. Non, on a sourcé, on a assez vite décelé que c'était un dossier, on va dire, qui était, on l'a dit tout à l'heure, qui n'était pas fait par une banque d'affaires. Le mémorandum était très simple. C'est une qualité, très simple. Il n'y avait pas de... survendu. Exactement. Voilà, la vitrine n'était pas décorée de 1000 illuminations, quelque chose de très simple. Très vite, par l'intermédiaire de Samsara, on a noué contact donc, avec la directrice financière à temps partagé de cette boîte-là. On a fait connaissance, les chiffres étaient ce qu'ils étaient. Très rapidement, on a rencontré le cédant. Première fois. En ordre d'idée, combien de personnes, quel chiffre d'affaires? Mahogany aujourd'hui, c'est 1,4 million de chiffre d'affaires, c'est 11 personnes. Ils font quoi? Alors, c'est de la communication, mais très en amont, puisque c'est une agence qui est essentiellement, voire très majoritairement créative. Donc, autrement dit, vraiment sur pondre les concepts créatifs, que ce soit dans le print, que ce soit dans la vidéo motion, que ce soit aussi parfois dans le digital. Voilà. Donc, vraiment, on est sur de la créa. Créa. Très, très fort ADN créa. C'est un peu le métier source de toute la communication, d'une forme ou d'une autre. De toute façon, sans créa, c'est compliqué, quoi. Ouais, vraiment la strat, la strat, les concepts créatifs, la mise en forme d'idées, somme toute assez abstraites, tout ça, c'est bien pour nous. Encore une fois, on n'a pas fait les fines bouches. C'est le dossier sur lequel on est allé au bout qui nous a plu, mais il aurait pu ne pas aboutir, soyons clairs. Il y avait d'autres acheteurs potentiels. Le cédant, ça n'est jamais caché. C'est presque inquiétant qu'il n'y ait pas d'acheteur du tout, à part nous. Donc ça, c'est très bien. Et finalement, on a commencé à construire le groupe sur un maillon qui est en amont de la chaîne de valeur de la com, donc d'une certaine façon logique. La source. On va dire dans la construction. Ok, donc tu sais, une boîte à 1,4 million, je ne sais pas si tu as le droit de parler de valo, de multiples, Moi, j'ai aucun scrupule à le dire. Ça, et aussi, tant qu'on est là-dedans, financement, ça c'est un peu le... Bah oui, bien sûr, c'est ce qui fait peur, parce qu'on attend tout et son contraire. Ouais, et puis même pour les vendeurs, tu viens les voir, ok, tu dois les rassurer, pour qu'ils signent la LOI avec toi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont signé avec vous et pas avec les autres, et comment vous avez pu aller au bout? Alors, avant la finance, malgré tout, on va en parler tout de suite après, il y a vraiment eu un fit, je pense, assez extraordinaire avec le cédant. Pour Laurent et pour moi, partagé des deux côtés, entre associés et côté acheteur. Je crois que ça a été un peu pareil pour le cédant, dans ce qu'il nous a dit, et pour cause. On est voilà, il n'y a pas eu de... Si tu permets, ça aussi, je vais dire un truc qui me saoule. On est là pour ça. Tribune libre. Ne pas parler de prix. Ça aussi, c'est parfois des codifications avec certains intermédiaires qui me rendent fou. C'est insupportable. C'est insupportable.
d'autant pour leur client qu'est le vendeur que pour l'acheteur. Oui, il sait combien il en veut. Lui, il en sait. Allez, soyons fous, tempérons nos propos. Une fourchette, enfin pas un râteau, une fourchette. Mais enfin, un minimum de savoir de quoi on parle, très vite. C'est ça. On n'est pas dans un deal de private equity à 100 millions avec 200 analystes. Quoi qu'il en soit, c'est une personne ou deux qui vendent à une personne ou deux au bout du compte. Le plus souvent, c'est ça. Même si tu es accompagné par un fonds, le fonds, il te fait confiance. Ou alors, et là, c'était transparent, c'était simple. C'était assez transparent. On a proposé un projet de LOI. Il nous a répondu quelques jours après en nous disant, c'est très bien. Il y a 2-3 points qui achoppent un peu. On en a parlé. On est tombé d'accord. La LOI a été signée, une fois que les conditions financières ont été séchées, a été signée en 48 heures. Enfin... Tu veux dire, ok, une fois que vous êtes mis d'accord sur... Ouais. On peut en parler, des critères, il y a zéro sujet. Avec plaisir. Et aussi, parce qu'en fait, on parle souvent de prix, on parle de multiples. Il y a quand même plusieurs choses. Les gens à l'époque, ça me sert, je devais toujours faire le speech sur le prix. Le prix, ça fait pas tout, surtout plus la boîte est petite. C'est combien t'en veux, mais c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais comme accompagnement? Et donc, c'était quoi un peu le complément de prix aussi, l'accompagnement. On peut le voir comme ça. Exactement. Et donc, c'était quoi, entre guillemets, le package dans cette histoire? Alors, le package, comme je l'ai dit, avec la particularité positive, dans le cas de Mahogany, parce qu'une agence de 35 ans, le fondateur qui vend sa boîte et qui se barre au bout de 3 mois, ça peut être vite fait compliqué pour les équipes, on peut l'entendre, et pour nous, par ricochet. Et puis là, c'est quand même donc 3 ans. Déjà, c'était toujours clair. La retraite dans 3 ans. Je cherche quelqu'un qui est capable de me faire confiance et de me maintenir, entre guillemets, en fonction pendant 3 ans et que je participe au développement du groupe dans son intégralité. Nous, sur le principe, on a signé mentalement tout de suite avec ce principe. La valo, elle est toute simple. C'était une boîte qui a toujours été structurellement rentable. Il n'y a pas eu trop d'écueils malgré les aléas. On n'a pas analysé les 35 ans, on va se détendre. Hein. Voilà, c'était en francs à l'époque. Hein. Rappelez-vous ceux qui m'écoutaient, c'était en francs. Non, on a fait une analyse globale à peu près sur les 5 dernières années, donc qui était un peu en variabilité, mais rien de dingue. Ça n'est toujours bien tiré. Elle avait grosso modo, je vais pas te dire de bêtises, un EBITDA moyen qui tournait sur les dernières années autour de 120, je crois. J'arrondis, hein, j'ai plus exactement les chiffres en tête. On a fait un multiple de 4,5 dessus. On est tombé d'accord là-dessus. On a mis des clauses de earn-out pendant les 3 ans pour garder la personne motivée, parce que c'était un principe de base, il serait là pendant 3 ans. Donc du earn-out très intéressant sur l'année en cours, forcément, parce que c'était quand même son année. Rendez-vous compte, on a signé au mois d'octobre. Donc on va considérer quand même que 2025 est son année. Pardon du peu, c'est normal. Du earn-out dégressif au fur et à mesure des années, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, et c'est génial, et c'est tant mieux sur les 3 ans à venir. Voilà, l'année 2025 appartenant, il y a eu quand même une grosse clause de earn-out, un pourcentage de l'EBITDA, et après c'est dégressif sur 2027 et 2028. À côté de ça, il a un contrat d'accompagnement. Donc c'est pas gratuit, comme tu dis. Ah non, sur 3 ans en même temps, ça ferait beaucoup, quand même, 3 ans gratos. C'est hyper... C'est cohérent. Par rapport au projet propre de Mahogany, c'est cohérent. Oui, le match, il n'était pas que sur les personnalités, il était sur le projet, c'est ce que je dis. Les principes, après on colle des chiffres derrière, mais les principes étaient là, ouais. Sur une valorisation froide qui n'était pas déconnante, qui est à peu près dans l'ère de marché. Peut-être que certains qui m'écoutent vont dire t'es dur quand même sur les coefs et les multiples. En fait, tout dépend sur quoi tu te bases. Les valos, pareil, quelque chose que j'ai dû répéter 3000 fois, c'est un multiple de ce que ça rapporte. C'est pas un multiple du chiffre d'affaires. Et c'est ce que vont regarder les financeurs pour faire le lien avec ce que tu dis. Exactement, mais d'ailleurs, c'est un très bon point et on en parlera, mais c'est ça, c'est genre, ok, ça fait 1,6 million, mais si derrière, ça gagne 0 parce que ce qu'on vend, c'est ce que ça coûte, voilà, c'est ça. C'est compliqué à valoriser, en tout cas. Ça ne vaudra jamais 0 dans la tête du vendeur, mais au niveau de celui qui doit financer, et justement de la banque, eux, ils sont là, ok. Moi, par curiosité, du coup, c'est une des choses qui a fait que j'ai dit, je ne veux pas forcément aller au niveau des agences. La rentabilité vraiment finale, tu vois, ça me rend fou que sur 1,4 million, 1,6 million de chiffre d'affaires, il reste entre les que 120 000. C'est quoi ta vision 12, 14%. C'est assez classique de ton historique, toi, avec les agences. Oui. C'est quand même sur des modèles un peu plus récents, ça peut monter, effectivement, quand on est vraiment dans des modèles très digitaux, etc. Il y
il y a un potentiel de coef de rentabilité qui est un peu plus important, qui peut monter à 20-25. Ok, avec un peu la productisation. Voilà. Aujourd'hui, Mahogany, ils sont dans les ratios de marché. Ok. Et malgré tout, si on prend le truc dans l'autre sens, pour une dizaine de personnes, le ratio est plutôt très bon, ramené à la tête. Oui, je pense que tu vois, 150, 160 000 par tête. Et quand on revient sur les multiples, ce qui compte, quand on parle de multiples, c'est pour le vendeur, combien de fois tu me payes ce que j'allais gagner en bossant une année. C'est ça. Donc 4 tu peux le voir ans et comme demi. Ça, c'est pas mal. C'est intelligent. Plus son salaire. Ok, et alors du coup, alors ça fait quoi? Ça fait environ 700 000 à peu près, ouais. Dont une partie à payer plus tard. Non, ça le c'est du bonus. C'était le upfront, ça, et le earn-out est en plus. Ouais. Ok, ça c'est bien, c'est hyper. Mais parce que le gars, la personne est là pendant 3 ans. Enfin, et motivé. Voilà. Quand un cédant accompagne pendant 6 mois ou 3 mois, peut se poser la question de rémunérer l'accompagnement, je pense, parce que il y a une durée qui semble normale, payée, pas payée. Bon, c'est vraiment le minimum syndical. Voilà. Quelqu'un qui fait l'effort d'être 3 ans avec nous, de participer au développement du groupe, etc., etc. Et il faut il faut qu'il reste motivé. Enfin, il est intéressé par le résultat. Donc, c'est le scénario idéal, quoi. T'as quelqu'un. Je veux pas dire que, peut-être. L'avenir nous le dira. Moi, je suis très confiant, très serein. On a eu la chance de rencontrer cette personne qui coche beaucoup de cases par rapport à ce qu'on attendait, quoi. Et du coup, comment vous avez financé ça? Comment on a financé ça? Par de l'apport personnel, par de la banque et par de la BPI. Ah, parlons BPI, parlons tout. Pourquoi? Parce que c'est génial, la BPI. La BPI, oui. Surtout sur la reprise d'entreprise. On est parfois dans la critique dans ce beau pays, y compris vis-à-vis alors, je ne veux pas dire pouvoir public, BPI n'est pas une banque publique au sens littéral du terme, mais quand même affiliée. Ce qu'ils font pour la reprise d'entreprise, je trouve que c'est vraiment balèze. Il faut souligner ce qui va bien aussi dans ce pays. On n'a pas toujours tendance à critiquer, c'est normal en tant que bon Français. Forcément, on a le retour un peu négatif qui prime, mais BPI a quand même développé des super outils pour la reprise d'entreprise, franchement. Et donc, dans votre cas, toi, tu dis que tu as quand même ce passé de financier, etc. Tu n'as pas forcément besoin de courtier ou de banquier d'affaires, tu avais des contacts. Oui. On allé voir qui? Comment ça s'est passé? En parallèle, on a ouvert le sujet avec la BPI. On a commencé par la BPI. On a ouvert en parallèle avec les banques classiques. Okay. On a la chance d'avoir une chargée d'affaires BPI en région lyonnaise qui est topissime. Je tiens à le dire aussi parce que voilà, je ne vais pas donner les noms bien évidemment, mais il y a des gens. Et on va la harceler. Je connais quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques mois qui a racheté une entreprise et qui m'a aussi parlé d'une personne incroyable à Lyon. Ça se trouve, c'est la même personne. Je pense que c'est la même. Je sais pas. J'imagine que c'est la même. Déménager à Lyon pour aller faire vos crédits. Ah, mais attention, on peut parler aussi de la territorialité. C'est peut-être un point important aussi par rapport à certaines recherches ou certaines structurations de financement. Oui. Donc, cette personne chez BPI, je l'ai démarchée. Elle m'a répondu en... Donc, tu la connaissais pas? Je la connaissais d'avant sans savoir que je la connaissais d'avant, figure-toi. Okay. C'est assez rigolo. Vous voulez tout savoir? On se dit tout? J'enseigne depuis pas mal d'années dans une école de commerce et en fait, c'est une de mes anciennes élèves. Ok. Oui. T'es prof en école de commerce? Ouais. Mais ça a été une passion. Prof de? Là, aujourd'hui, plus orienté marketing, études de marché, etc. et lancement de produits. Mais pendant longtemps, de par mon passé, j'ai été aussi prof de finance d'entreprise. J'ai fait un peu le grand écart. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu cette personne. Elle m'a répondu en l'espace de quelques heures. Je ne vais pas dire de bêtises. Elle m'a appelé directement sur mon téléphone portable en quelques heures. Oh. Elle m'a expliqué un peu les principes que BPI a mis en place sur tout ce qui est pré-croissance, transmission, etc., etc., etc. Donc, juste pour rappeler, pour être sûr, pré-transmission. Pré-croissance, transmission, alors j'espère pas dire de bêtises. Grosso modo, sur les dossiers évidemment qui sont analysés, bien évidemment, mais BPI est capable d'apporter 40% du montant de l'opération hors rapport personnel. En cofinancement. Ouais, en cofinancement avec les banques. Donc, je dis n'importe quoi. Faisons un exemple simple, en direct live, je sais pas moi... tu finances 1 million. Voilà, tu dois financer 1,2 million, mettons, tu as 200 000 d'apport, il reste 1 million, BPI va financer 400 000, sans garantie personnelle, et le reste aux banques. Ok. Donc, on va financer, c'est ce qui existe. Et 24 mois de différé. Voilà, c'est ça. Et après, attention, c'est pas automatique. Ce que tu dis, c'est tu peux faire la demande, le dossier peut être étudié. Bien sûr, comme toute banque, est étudié, passer au crible, etc.
Et en effet, moi aussi, j'ai découvert tout le monde BPI récemment. Tu as 2 ans de différé total de crédit qui permet quand même d'avoir de la trésor pour t'acheter une boîte pour la relancer, investir. Voilà. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Et ils travaillent conjointement avec une banque, c'est-à-dire que tu as besoin de l'autre banque pour trouver les 600 000. Voilà. Sinon, ils échangent très vite, il faut les mettre en relation. De toute façon, s'ils ne se connaissent pas déjà, il faut les mettre en relation. Et en plus, si tu as déjà la BPI qui a fait son analyse et qui te dit oui, ça doit plutôt rassurer la banque. C'est un sacré point positif, soyons clairs. Donc, tu as commencé par contacter la BPI. Donc, BPI, ensuite... derrière, on avait l'habitude, dans notre passé, de travailler avec grosso modo 3 banques, une nationale et 2 régionales. Moi, il se trouve que ma société holding patrimoniale, comme celle de mon associé, est dans une banque. Donc, on s'est spontanément tourné vers cette banque-là. Et c'est le hasard, c'est même le même conseiller entreprise qui s'en occupe. Donc, ils nous connaissaient tous les deux. Là, c'est pareil, instruction du dossier c'est tombé pendant l'été, l'instruction du dossier, on a signé au mois d'octobre. De toute façon, ça se tombe soit pendant l'été, soit pendant Noël, soit pendant les vacances de Pâques. Ça, c'est normal, chacun a le droit de partir en vacances quand même. Non, mais malgré ça, il nous a donné la réponse en 1 mois, en été. Ok. Par contre, vous aviez nous a donné la réponse en 15 jours. Waouh. Après, alors, parlons du dossier, parce que faut savoir faire. Une première fois à tout, si t'as pas un cabinet, nous, on a cru qu'on savait faire un dossier. Alors ça, pour mettre des designs en 3D sur les slides, machin, ça, on était là. Pour faire un truc qui rentre dans les cases, on a dû se faire un peu coacher. Merci Virgile. Toi, tu savais monter un dossier, t'avais des modèles, enfin, quelqu'un qui a jamais fait ça, il fait comment? On l'a eu fait de notre côté banque d'affaires, forcément. Des dossiers de financement, tu faisais aussi. Ouais, l'avantage de la finance, c'est pas quelque chose qui se démode beaucoup. C'est pas de la fiscalité qui change tous les ans. Voilà, les principes de base restent quand même assez stable et assez clair. Donc oui, ce qu'il faut faire gaffe, c'est évidemment, sur une première acquisition, je veux vexer personne qui nous entend et qui nous regarde, mais 0 apport, j'ai rarement vu. Ouais, pas très rassurant. Ouais, compliqué. Est-ce qu'on doit dire, là, aujourd'hui, il faut 10%, 20%, 30% d'apport? Je pense que ça dépend du dossier aussi. Ouais. Voilà. Il en faut un peu, donc allez, soyons fous, jetons-nous à l'eau, je vais dire entre 10 et 30%, selon la taille du dossier et le risque inhérent au dossier. Et c'est un message qu'on peut porter ensemble, si tu en es d'accord, c'est que oui, BPI, oui, il y a des banques qui financent. Faut pas voir ça comme des monstres terribles qui disent non. Ils ont envie de faire. Bien sûr, ouais, c'est leur business. C'est clair. Ils sont là pour vendre de l'argent, si tu as des bonnes garanties en face. Le travail d'une banque, c'est de prêter de l'argent, avant toute chose. Historiquement, je dirais. Après, les 2 critères, évidemment, qui vont regarder, c'est le profil du repreneur en cohérence avec le projet et la boîte en elle-même. C'est ça. Faut quand même pas oublier que c'est un peu dangereux de se dire, ok, j'ai vu des vidéos sur YouTube, je vais aller acheter une usine de gâteaux, je sais pas où, loin de chez moi, et j'ai 22 ans et j'ai fait une agence TikTok avant. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est hyper important de préparer le parcours, préparer la cohérence entre ce que tu veux acheter, ton profil. Bien sûr. Et 2, faut que le dossier soit bon. Si la boîte, globalement, tu fais des calculs et ça s'autofinance parce que aussi tu as acheté au bon prix, tu fais t'achètes pas à x15, tu achètes à x4. Voilà. Le crédit est sur 7 ans, les calculs sont vite faits. C'est ça. Des calculs de cash flow. Enfin, on va pas en faire en cours de finance aujourd'hui, mais de cash flow, de service de la dette, c'est des ratios qui sont pas si compliqués que ça. Faut démystifier un peu les trucs. C'est des ratios, quand on les appréhende un peu de façon opérationnelle, c'est du bon sens, en réalité. C'est est-ce que ça dégage assez de cash pour couvrir l'emprunt potentiel qu'on fait auprès des banques et de BPI, comme on l'a dit, pour financer l'acquisition? Est-ce que ça déséquilibre pas le bilan de la boîte aussi par rapport au management fees ou dividendes, ou quelle que soit la forme qu'on prend, là aussi pour servir à la dette, comme on dit, pour rembourser le crédit qu'on a fait? Rien de très compliqué. Voilà. Vous, en plus, vous êtes 2 associés, donc 2 garants potentiels. C'est quoi les garanties donc vous avez 1 ou 2 banques en plus de la BPI? Alors, aujourd'hui, on n'en a qu'une qui nous a fait confiance. Sur l'autre partie. La BPI a mis 40%. Ouais. Et sur le crédit que vous avez fait, vous avez eu quoi comme demande de garantie? Contre-garantie BPI, c'est tout. Et nantissement des titres. Pas de garantie personnelle? Jamais. Et contre-garantie BPI, sur combien de pourcents? Sur les 60% restants. C'est possible, ça?
ils peuvent contre-garantir. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris la question. Vas-y. C'est sur 50% du concours bancaire, en plus des 40% de BPI. Oui. Ok, donc dans notre exemple, dans notre exemple à 1,2 million, vous auriez mis 200, la BPI 400, la banque les 600 contre-garantie à 300, 50%, voilà, c'est plus simple par un exemple. Par BPI. Combien ça coûte? Parce que je sais que c'est quand même... C'est cher. C'est un peu cher? Ouais, c'est cher, mais ça évite. Alors, j'ai pas 20 les 000 chiffres euros, précis. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est assez onéreux, mais ça évite les garanties personnelles. C'est un choix à faire, hein, à un moment ou à un autre. Moi, c'est contre ma religion. Et en tant qu'ancien banquier classique, même si ça remonte à quelques années... Après, moi, la religion, elle me dit que même si je suis pas garantie personnelle et que je plante la boîte, ils vont venir me chercher, garantie personnelle ou pas personnelle, donc je m'en fous. De toute façon, il faut savoir un truc, il y a un petit tips. Je pense que c'est toujours le cas de banquier. Non, il y a simplement un adage dans la profession bancaire, surtout quand on travaille avec les clientèles entreprises ou professionnelles, on fait du crédit, on dit on ne fait pas un crédit sur la garantie. C'est-à-dire que si la banque n'a pas confiance sur le dossier, tu peux être bardé de garantie, malgré ce qu'on entend parfois pour rigoler, ceinture, bretelle et tant de questions en termes de garantie. Un banquier qui ne sent pas le dossier, il n'est pas censé le faire et aller chercher des garanties à outrance pour garantir son financement. Oui, c'est bien. Et voilà. c'est sain. Et c'est sain. C'est la règle du jeu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire sur le côté régionalité? Oui, donc nous, Minuit Pile, donc la holding de tête du groupe est basée à Lyon. Ouais. D'accord. Vos banques aussi. Donc BPI est à Lyon. Comme on a dit, on a fait un peu de publicité, toi et moi, apparemment, pour la personne sans le faire exprès. Notre banque régionale est à Lyon. Pour autant, je rappelle que Mahogany est en région parisienne. Pour autant, je rappelle qu'on a commencé à regarder d'autres dossiers qui sont ailleurs en France. Mais le fait que Minuit Pile soit basé à Lyon, nos partenaires lyonnais nous suivent sur les projets en dehors de Lyon. Comme quoi, ça prouve que les banques disent ce qu'elles veulent quand elles veulent te dire non. Parce que j'ai entendu parler de quelqu'un qui a eu un refus bancaire par sa caisse régionale. Et après 2 mois, on lui a dit ah non, le dossier, il est à Paris, donc de toute façon, on ne le regardera pas. Après avoir monté le dossier pendant 2 mois, etc. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et comme tu dis, si la banque, elle n'y croit pas, c'est pas une question de garantie. Ouais. Et moi, je pense que d'ailleurs... Il faut savoir je parlais de moi et je le prends pas personnellement. Chaque banque a ses principes, ses critères, ses machins. C'est pour ça qu'il faut aussi démultiplier les options, avoir le plan A, le plan B, le plan C que tu lances en même temps. Bien sûr. Oui, tout à fait. Nous, on avait présenté le dossier vraiment avancé dans 2 banques. On a eu 2 accords. Ouais. Mais on est allé à la banque qui nous suivait sur nos holdings personnels avec Laurent, mon associé. Après, vous avez du patrimoine, vous avez profil rassurant. Puis des prêts aussi, comme tout le monde, des prêts immobiliers, des choses comme ça aussi. Oui. Bien sûr, la vie, quoi. Non, et puis voilà, comme tu dis, le profil qui va. Nous connaissent bien. Là aussi, je ne veux pas enfoncer une porte ouverte quand on parle des banques, parce que le débat, il est énorme là-dessus, mais j'ai souvent coutume de dire, quelle que soit la couleur du logo, ça dépend surtout des personnes qui en face. 100% d'accord. Voilà. Et il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas un critère d'expérience. Il y a des jeunes banquiers qui veulent se défoncer parce qu'ils ont envie de faire du bon business, très sain, et ils vont appuyer le dossier, ils vont le défendre bec et ongle, ils vont le passer. Comme j'ai eu connu dans ma carrière bancaire, effectivement, des personnes avec beaucoup plus d'expérience, etc., etc. J'ai envie de dire, avec beaucoup d'amour dans ma voix, des vieux de la vieille, qui connaissaient le métier de banquier à l'ancienne aussi. Il y en a encore qui sont capables de faire confiance et de faire des critères, des circuits de décision en quelques jours. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'entends tous les plus jeunes qui encore prennent le temps de faire des études pour aller en banque. J'entends que des histoires d'horreur en disant mais alors ils se plaignent tous de leur banque. Moi je pense que c'est en fait le système bancaire dans lequel ils sont mis qui devient hyper compliqué. Tu parlais de jeunes qui ont envie de se défoncer. Je viens d'avoir une nouvelle conseillère moi dans ma région qui a 22 ans. Alors franchement au début j'ai eu peur. Je me dis mais attends mais on a un dossier assez gros, ça va être son premier dossier. Normalement, il finance un pas de porte d'une boulangerie, etc. Voilà, là, on parle d'un truc. Au fonds de commerce, au pas de porte, etc. Elle se défonce. Et donc, j'étais super agréablement surpris de dire, putain, ok, elle a envie de bosser. Et au final, elle a fait le taf. Et à la direction, elle dit, ah non, c'est trop digital, on n'y va pas. Ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont se barrer, ils vont aller faire d'autres jobs. Donc, ça fait un peu peur pour l'avenir de certaines banques. Mais faut savoir évoluer, quoi. Mais c'est, en tout cas, dans les expériences de reprise, je trouve que comprendre ce monde, rentrer dedans, comprendre les méandres, les contacts, etc., c'est une super skill. Et petit à petit, tu vois... On fait son truc, quoi. On fait, et ça, il faut le faire. Il faut pas attendre d'être prêt pour le faire. Non. C'est en le faisant que tu apprends. Quoi. Il faudrait qu'on parle des
du coup, les 100 premiers jours, les fameux 100 premiers jours. Donc, tu as repris Mahogany, qui existe depuis 1991. Ouais, c'est ça, 35 ans cette année, à l'été. Ok, voilà, un an de plus que moi. Voilà. Donc, tu as une boîte... Non, mais qu'est-ce que, du coup... une énorme histoire. Ok. Une évolution de dingue, évidemment, à travers les... On est en train de réfléchir avec les équipes sur la façon de concrétiser ces 35 ans d'histoire aussi. Célébrer un peu. Célébrer et puis concrétiser. Hein. Ça passe aussi parfois, aussi par l'objet. Ça peut être, c'est pas un gros mot à notre époque, un beau livre qui raconte l'histoire de Mahogany. Voilà. C'est pas fugace. C'est cohérent. Rien contre le digital. C'est cohérent par rapport à l'histoire de la boîte qui a démarré là-dedans, dans la photographie, la photogravure. Souvenez-vous, formidable. C'est une autre époque. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir transcrire ça dans un support, pas que digital, on pourra aussi le mettre en digital pur, mais il y a aussi quelque chose à réfléchir, et c'est de voir toutes ces évolutions-là. On récupère aussi un passif, pas financier celui-là, quand on rachète une boîte. Donc les 100 premiers jours... Tu veux dire des casseroles? Un passif. C'est pas des casseroles, et c'est normal. C'est l'occasion, enfin on est tous des êtres humains, hein, et là-dessus, pour l'équipe de Mahogany qui m'écoute potentiellement, c'est très sincère, encore une fois, c'est que une session, une transmission, ça fait aussi parfois rejaillir des choses, des non-dits, parce que le quotidien était bien guidé, etc. C'est quand même un bouleversement pour des équipes, une session. Donc c'est pas neutre, hein, c'est un tsunami. Hein, même dans votre cas? Ouais. Ok, parce que quand même, il y a eu cette transition en douceur avec la personne qui reste. Il y a la transition en douceur, mais il y a eu l'effet d'annonce qui a fait quand même un peu l'effet d'une vague. Hein, soyons clairs, hein, faut pas se voiler la face. Donc il y a eu certains points qui sont ressortis, qu'on a traités, des points plus personnels, des points plus d'organisation. Voilà, peu importe, des choses simples. Hein. Évidemment, c'était une boîte qui avait une connotation très familiale. C'est une qualité. Et qui, j'espère, va le garder. Hein, soyons clairs, hein. On nous a vu l'espace d'un bref moment, un peu comme disant, ils vont casser un peu ce truc-là, et c'est normal, on est les pièces rapportées, d'une certaine façon dans la famille. Le beau papa. Hein. Voilà, exactement. On est présenté au dîner, quoi. Bonjour monsieur, bonjour madame. C'est pas du tout notre objectif, à Laurent et moi, c'est tout le contraire. Je vais pas faire des grands mots très démagos, mais on a aussi acheté un héritage de 35 ans, on l'a payé. C'est pas pour le péter en 1000 morceaux. Je veux dire... Déjà par respect, avant de parler de pécunier, hein, par respect pour les gens, commençons par le début, peut-être des choses quand même les plus importantes. Et effectivement, il y a ce côté de pérennité. Ouais. Donc les 100 premiers jours... Et juste avant les 100 premiers jours, est-ce que tu es arrivé avec plein d'idées, plein de plans d'action, on va faire ci, on va faire ça, et versus, c'était quoi la réalité? J'ai appris à plus le faire. Ok. S'auto-brider. C'est pas évident hein, de se museler un peu soi-même. Hein, surtout quand tu es dans le process de session. Il faut t'occuper un peu. Il faut marquer une façon de parler, bien sûr, mais il faut marquer une pause au moment de la session. Je m'explique. Il faut que vraiment... on fait des due deals, on fait des audits, on fait des machins, on fait des trucs qui sont les plus froids du monde, quoi qu'on dise, quel que soit le sujet. Le vrai audit, si on me permet l'expression, démarre le jour où on rencontre les gens et on voit comment ils bossent. Et ça, c'est la réalité, la vraie réalité. Après, surtout dans une boîte comme Mahogany, où le produit, il n'y a pas de produit, c'est du service, c'est des gens, tu vends des idées, tu vends la créativité. Comme on dit, c'est pas très beau, mais c'est la réalité. On vend les qualités de la créativité. Voilà. Et encore plus chez Mahogany, c'est la créativité. On a en face de nous une dizaine de personnes qui sont ultra talentueuses. Qui le savent même pas tellement elles sont talentueuses. Mais c'est vrai, je le dis au fond du cœur. Mais ouais. Et le cédant le premier, parfois souffre effectivement d'un petit manque de confiance en lui, alors que c'est tellement beau ce qu'ils ont fait. Et puis comme j'ai coutume de le dire, et s'il m'écoute aussi, il sourira en me disant oui c'est vrai. Je lui dis mais t'as tenu une barque pendant 35 ans, chef. Dans des trucs, des tempêtes, des tsunamis, des calmes plats et des belles journées ensoleillées aussi, mais t'as tenu, enfin je veux dire, les 35 dernières années... et puis surtout que s'ils sont bons créativement, c'est peut-être aussi que c'est pas les meilleurs commerciaux, et donc malgré tout, ils ont réussi. Ouais, parce qu'ils ont des clients hyper fidèles, sur des secteurs bien identifiés, ils ont confiance dans les clients leur font confiance. Voilà, donc tout ça pour dire... Faut faire une pause. Faut faire une pause, surtout... Ne rien péter, avec des convictions toutes faites. Je note. Je sais pas si... Voilà, ce n'est que mon expérience, on est là pour témoigner. Je sais pas si c'est une réalité absolue, mais
Faire une pause. On s'est dit avec Laurent, quand on a considéré ça, on s'est dit, il faut qu'on se détende et qu'on se calme. Bien sûr qu'on a plein d'idées, mais on les met un peu de côté, on les garde, hein, mais voilà. Et on va passer les premiers temps vraiment, alors évidemment, à rencontrer les équipes, à les écouter, à les découvrir, se présenter. Qu'elles se présentent, c'est normal, hein, on est tous des êtres humains, heureusement. Mais à côté de ça, voir, observer vraiment comment ça se passe. Oui. Prendre un temps. S'imprégner. Voilà. Prendre un temps, s'imprégner du truc, voir ce qui va, voir parfois ce qui va pas. Une boîte qui a 35 ans, comme souvent des boîtes qui ont une longue vie derrière elles, il y a des choses, des pétouilles, hein, des détails, qui n'ont pas été bien faits, qui n'ont pas été traités en temps et en heure, qui n'ont pas été ci, qui n'ont pas été... Mais c'est normal. Mais surtout, par défaut... En 35 ans de vie, voilà. Détendons-nous, quoi. Et puis comment dire, si ça fait 35 ans que c'est la même personne et qu'il y a des équipes, etc., juste le quotidien se crée et personne vient remettre en question l'existant. C'est facile et c'est ton job. Et c'est, c'est l'opportunité que tu peux apporter. Ouais, je dis ça aussi aux cédants, parce que des fois, il nous dit ouais, je suis désolé pour tel ou tel truc. Ne sois pas désolé. Nous, on a le beau rôle. On arrive avec un œil neuf. Mais oui. On voit des trucs que toi, ça fait X temps que tu passes dessus tous les matins, tu fais pas gaffe. Et c'est normal. On a le beau rôle. On a le beau rôle. Et est-ce que toi, vous êtes arrivé dans cette boîte en vous disant on achète un truc qui marche, faut changer le moins possible, ou oh là là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que sinon dans 5 ans c'est fini, ou c'était quoi parce qu'il y a plein de cas. Ouais. C'est pas pour faire une réponse en demi-teinte, mais c'est un peu des deux. Ok. Une boîte qui marche, une boîte qui est solide, une boîte qui a traversé plein de choses dans sa vie, ok, qui a une belle rentabilité, quoi qu'on dise aujourd'hui, stable surtout, enfin je veux dire, voilà, c'est plutôt sécurisant. Ouais. Après, même dans le monde de la créativité, il y a des enjeux demain, c'est clair. Il y a les IA, il y a les si, il y a les mi. Alors je vais pas faire blanc-noir encore une fois, je pense que rien ne va renverser, ne va écraser personne. Beaucoup de monde seront peut-être pas d'accord avec moi, j'en sais rien, mais dans ces mondes-là, ça va faire évoluer les choses. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ça va pas annihiler les choses, ça va faire évoluer les choses. Le monde de la créa, de mon point de vue à moi, n'est pas littéralement en concurrence directe avec les IA génératives. Non. Par contre, les IA sont des méga super bons outils pour faire évoluer les boîtes, si c'est fait intelligemment. L'IA ou, allez, on va employer un terme, l'agentique, l'IA. Hein. Pour moi, un agent, c'est plus intelligent que de l'IA. Le terme « i » dans IA, bon, ça peut prêter parfois à confusion. L'agentique, oui, d'arriver à simplifier des process, à huiler des choses, pas pour faire sortir des gens et les foutre à la porte, en aucune façon, pour leur libérer du temps, pour qu'ils fassent leur job, justement. Tout le monde est pollué par un tas de trucs. Ouais, après c'est vrai que en effet, on a toujours ces questions de dans les agences, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va pas disparaître. J'ai l'impression que au moment où vous avez fait le choix d'acheter une agence où il y a tellement un haut niveau de clients que ces clients-là, et je connais pas, mais j'ai l'impression que ça, ils ont besoin d'une vraie personne pour être responsable. Peut-être que cette personne peut utiliser l'IA, etc. Ou peut-être qu'eux, ils peuvent générer leur truc, mais c'est... Ouais, mais le gars, il a 35 ans d'expérience. Ouais. Moi, je suis directeur marketing 2. J'ai rien à gagner à le faire moi-même. J'ai tout à perdre à faire un truc en disant « Ah, je vous ai fait économiser de l'argent, on n'a pas pris cette agence. » Et le logo, il marche pas, j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Alors que tu délègues ta responsabilité... Ouais. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que l'IA, c'est dangereux. T'as une partie de personnel, t'as une ouverture d'esprit, forcément, quand t'es externe aussi, qui est différente. Ouais, comme vous arrivez en tant qu'extérieur, c'est pareil. D'une certaine façon, mais c'est vrai qu'une boîte qui fait appel à une agence créative, quelle qu'elle soit, au demeurant, je pense et j'espère, d'une certaine façon, qu'ils recherchent aussi un œil neuf. Parce qu'eux, ils ont la nez dans le guidon, leur culture d'entreprise, et c'est normal dans les grands groupes, est omniprésente partout. T'as pas la même liberté de penser, tu sais pas forcément ce qui se fait beaucoup ailleurs. T'as moins d'inspiration. C'est ça, la partie exécution, tu pourras toujours... En fait, c'est comme tout, il y aura toujours une modernisation. Avant, tu parlais de la photographie ou de la photosynthèse. Photosynthèse, non. Voilà, vous avez commencé par la photosynthèse maintenant. C'est juste la technologie qui évolue, mais tu as besoin de quelqu'un qui a un avis et qui a justement une vie d'expérience là-dedans. Et, moi, je pense que l'IA générative, par exemple, en termes de création graphique, elle a son rôle, elle a sa place, mais c'est pas forcément, pour moi, un ennemi juré de la créativité premier niveau. Non. Il faudra pendant encore très longtemps des êtres humains pour apporter cette sensibilité, ce côté sensible. On va s'arrêter sur ces belles paroles.
Eh ben, avec plaisir. On a pu parler d'IA, on a pu parler de tout. Je te remercie. Merci à toi. C'était hyper intéressant. T'es un super invité. Un super intervieweur. Bah non, mais t'as des trucs à dire, donc on te remercie. Puis j'espère qu'on pourra faire un point d'ici 1 an ou 2, voir où tu en es. Salut Eric. Merci.